Zach, je te vois concentré là. Tout à fait. Tu es prêt? Je suis prêt. Tant mieux, parce que c'est l'heure de la chronique de Zach. Oh no. Oh no. Oh no. Oh Zach, on a apprécié ta chronique la semaine dernière, mais de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Écoutez, déjà, j'ai des proches qui m'ont dit ça fait 2-3 fois que j'écoute tes chroniques, c'est pas fou. Donc déjà, sympa. je pense que voilà, je suis pas, on peut pas être au top tout le temps, mais quand même, aujourd'hui ça va être intéressant. Je vais vous poser une question. Est-ce mieux de connaître la date du baptême de Clovis ou de savoir exprimer ses émotions? Ok, c'est une bonne question. Il faut qu'on réponde là de suite, là, maintenant? Non, vous n'allez pas répondre, c'est le game. C'est le Je game. vous pose une question. Voilà, réponds-nous, Parce Zach. que derrière cette question, il y a un vécu. Ah, Alors, j'ai un vécu. raconte-nous. Et le vécu d'un mec qui a atterri un peu par hasard en fac de psycho, qui a été piqué par le virus. Parce que je trouvais ça vachement bien d'aider les gens. Mais au-delà de ça, j'avais toujours joué ce rôle-là malgré moi, sans vraiment avoir d'outils, si ce n'est un petit talent naturel pour écouter. Même si après, je me suis rendu compte, lors de mes premières consultations enregistrées à l'hôpital, que je parlais beaucoup, genre beaucoup trop. Mais bon, j'ai été formé à un style de thérapie pas très axé analyse, mais plutôt dans le style interventionniste. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à intervenir, challenger le patient, le bouger un petit peu. Et puis avec les années qui sont passées, j'ai compris ce que je préférais et surtout pourquoi je parlais beaucoup. J'ai compris qu'en fait, je faisais sans le savoir depuis longtemps ce qu'on appelle la psychoéducation ou encore l'éducation thérapeutique. En gros, éduquer sur les troubles psychiques, leurs sources, leur fonctionnement et leur voie de résolution. Alors dans les deux mots, il y a éducation. Et ça me renvoie à une notion qui m'est très chère, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie chez l'être humain, c'est une notion relative. Finalement, un être humain sans relation sociale, sans eau, sans nourriture, en fait on crève la dalle quoi. On n'est pas des panneaux solaires. Donc finalement, on est un peu tributaire et dépendant d'un tas de trucs. D'ailleurs, c'est un peu l'époque du combat aujourd'hui à la dépendance. En ce moment, on doit se libérer des écrans, de l'alcool, de la nicotine, du sucré, comme si la dépendance était évitable, sans aucune distinction de niveau. En réalité, notre cerveau, il est un peu construit sur un mécanisme de récompense qui guide nos comportements toute la journée, qui nous donne la motivation pour faire ce qu'on fait. C'est pas le sujet du jour, mais finalement, le concept d'autonomie, il est à relativiser. En réalité, comme toute dépendance, il est question de dose et de fréquence. Une bagnole qui a besoin d'être rechargée toutes les 10 minutes, c'est pas tenable. Quelqu'un qui doit boire un demi-litre de vin par jour pour être moins anxieux, c'est pas tenable. Et avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir bien dès qu'on est solo, plus d'une heure, c'est pas tenable. En psychologie, un minimum d'autonomie sur notre psyché, c'est donc nécessaire pour éviter que la vie devienne un bordel. Le problème, c'est que jusqu'à nos 18 ans, on nous a appris ce que c'était un ovule, on nous a appris ce que c'était un spermatozoïde, un volcan, Charlemagne, où on nous a même montré comment on déroulait un préservatif sur une banane en classe d'éducation sexuelle, mais on nous a pas forcément appris ce que c'était un trauma, l'anxiété, une addiction, la dépression, la dépendance affective, l'attachement insécure, bref, tout un tas de notions qui sonnent hyper psy, mais qui en fait sont des bases hyper élémentaires pour capter ce qui se passe en nous et avec les autres. Au-delà de ça, le simple fait de savoir verbaliser ce qu'on ressent, et plus les années passent, plus je suis frappé de voir comment ça touche toutes les classes et tous les niveaux. Moi, du haut de mes 35 piges, j'ai eu un assez bon scope de la société française. J'ai bossé en maternité avec des jeunes parents, j'ai bossé en prison avec des délinquants, des braqueurs et des criminels, en unité de soins palliatifs avec des polyhandicapés et des gens qui approchaient la mort. Et de par mon milieu social, j'ai aussi fréquenté le milieu bourgeois, à la fac de droit, de médecine, ou dans des apéros de tennis club du 8e arrondissement de Marseille. Ouais. Et de par ma petite expérience dans le milieu artistique, j'ai fréquenté le milieu people, voire très people, genre des soirées fermées avec des stars du cinéma qui prennent plein de drogue. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi on avait beaucoup de films de merde en France. Et vous savez quoi ? J'ai eu le même constat partout, avec tous ces gens de tous ces milieux divers et variés. Tous écarquillent grand les yeux quand on leur explique des trucs bêta sur la psychologie, genre typiquement le circuit des émotions qui mène à une pensée puis à un comportement, ou quand on leur explique le concept de dépendance affective, l'attachement anxieux, ou même le fonctionnement d'un antidépresseur. On a l'impression là d'être Albert Einstein ou Jésus qui multiplie des petits pains quoi. Et ça, quel que soit le niveau d'études. Et vous savez le point commun ? Tous en pâtissent. Et finalement, la différence entre un délinquant récidiviste issu d'un milieu défavorisé et un huissier de justice fils de chirurgien, c'est peut-être la facilité de l'accès aux soins, le niveau socio-culturel qui permet de verbaliser ses émotions, si tant est qu'il s'inscrive dans une démarche de soins. En gros, un mec plutôt bourgeois pourra facilement lâcher 4 fois 80 € pour une consultation hebdomadaire chez un psychologue. Un mec non inséré, non. Mais surtout, le gars qui a bac+8, il a plus de facilité à raisonner et verbaliser qu'un mec qui est déscolarisé et qui fait bordel depuis qu'il a 9 ans.
Le revers de la médaille et l'ironie, c'est que souvent, le bac+8 estime qu'il est suffisamment intelligent pour se gérer solo, jusqu'à la première vraie grosse claque et qui se prend dans la gueule et contre laquelle il n'arrive plus à dealer. Et qui souvent a trop peur de soulever le tapis couvrant la merde et préfère calmer ça avec des pilules et un petit whisky, des familles. Et contrairement à l'inconscient populaire, les dégâts d'une mauvaise gestion de sa santé mentale sont autant dévastateurs pour la société qu'ils proviennent d'un jeune délinquant ou d'un vieux bourgeois. En matière de santé publique, le coût des dépenses pour les troubles psychiques, il est de 109 milliards d'euros selon l'OMS. La facture du crime, elle est estimée dans une fourchette équivalente entre 80 et 100 milliards selon différents économistes. Ah, Alors, il y aurait peut-être pas moyen de faire baisser la note. On peut se poser la question, finalement, l'école est encore en retard, elle se heurte au cadre du temps et de l'espace, où il n'est pas facile d'instaurer un cadre d'expression face à 30 autres élèves à un âge où on ne peut pas vraiment montrer ses failles. En tout cas, on ne le veut pas. Et à la maison, le foyer, il se heurte à l'éducation parentale, au vécu de parents empreints d'une éducation rigide, d'une culture rigide, finalement des parents issus de générations inscrites dans la pudeur et l'omerta sur la souffrance, sur les traumatismes et sur les émotions, finalement. Et au final, qu'est-ce qui reste ? Il va rester quoi ? Les réseaux sociaux. Et là, j'ai bon espoir quand je vois de nombreux réels et des posts d'insta-influenceurs qui utilisent des termes autrefois réservés à la fac. Anxiété sociale, dépendance affective, emprise. En vrai, ça avance. Et je crois que les nouvelles générations sont plus conscientes et open sur ces sujets-là. Alors ma foi, peut-être que finalement la réponse viendra des influenceurs et des applis, pour une fois. Côté Netflix, on voit aussi de plus en plus de séries qui sensibilisent sur le harcèlement, le suicide, et qui forcément éduquent un peu indirectement sur ces sujets. Alors bien sûr, on se méfie de nouveaux gourous qui vendent une méthode et finissent par créer une dépendance aussi à leur image et à leurs conseils. Ils éloignent ainsi les consommateurs du principe d'autonomie, qui leur permettrait de fonctionner solo sans avoir l'impression de devoir prendre conseil constamment et compulsivement auprès d'un quidam. En tout cas, il y a du boulot, et ne vous inquiétez pas, je m'inclus aussi dedans. Il y a du boulot chez moi aussi, pour longtemps. Et sur ce, je vous laisse. Ouvrez donc un bouquin de Boris Cyrulnik, que vous pourrez accompagner d'un whisky, et peut-être qu'à la fin du bouquin, vous saurez si vous aimez vraiment le whisky, ou si c'était en fait une petite béquille salvatrice, après votre journée horrible et tous les problèmes de merde que vous foutez sous un tapis depuis 15 ans. Mon conseil, pour finir, n'ayez pas peur de descendre au fond de vous-même, car comme disait l'écrivain Sylvie Germain, il faut descendre très bas pour trouver un accès au très haut. Alors sur ce bon whisky et surtout, bonne chance à tous. ouais, il faut descendre très bas pour pouvoir. Allez, je la connaissais pas, elle est bien cette phrase. Oui, c'est simple. C'est si tu connais pas de, en gros, c'est si tu connais pas de choses mauvaises dans ta vie, tu sauras jamais déterminer si c'est bien ou pas ce que tu vis. Elle a enfoncé une porte ouverte un peu là, Sylvie, non ? C'est une interprétation. Moi, je le vois, tu vois. Il faut descendre très bas pour trouver un accès au très haut. Moi, je le voyais comme descendre très bas au fond de soi. Moi, je voyais ça en mode profond aussi, tu vois. Plus dans mon moi, à interne, dans mon. En fait, mon côté je pense, à moi. je dirais, genre, te connaître si bien que du coup, genre, tu sais aussi ce qui va t'apporter le plus possible dans ta life. Je comprends, ok. Ah, d'accord, je croyais que c'était une phase de la vie, mais très bien, très bien. Bah écoutez, merci Zach. Merci Zach. Je vous en prie. Il a pas tort. Hein. T'as pas tort. Bah non, mais c'est vrai, c'est vraiment un angle mort de l'éducation nationale quand même. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. C'est un des angles morts, oui. Est-ce que c'est... on en a parlé cette semaine, c'est à cause de ça que t'as fait cette chronique-là aujourd'hui ? Je sais pas si tu te souviens, mais on a parlé et j'ai dit, mais... Ah non, mais j'en ai parlé avec ton beau-frère, Zach. Je lui ai dit, mais on apprend beaucoup de choses à l'école, mais jamais on va te dire dans la vie que à partir d'un certain âge, il y aura que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises choses et que tu vas devoir obligatoirement te frapper. Écoute, là, je te rejoins pas. Moi, en fait, je voulais faire soit une chronique sur ça aujourd'hui, c'est marrant. J'ai dû être influencé par nos discussions, soit une chronique sur l'école et en quoi l'école, c'est pas si mal foutu que ça. Parce que c'est aussi injuste et mal foutu que la société. Ouais. Et tu retrouves. Et je comptais faire une chronique et je pense que je la ferai dans pas longtemps sur les similitudes entre ce que tu rencontres à l'école et ce qu'il advient dans la vraie vie d'adulte. Ça m'intéresse bien, en fait. ça m'intéresse. Ouais, mais c'est vrai que l'école, il y a beaucoup comme tu disais, de zones à revoir. Tu sais qu'à la base, je voulais reprocher au système éducatif de ne pas l'inclure, mais en y réfléchissant, tu peux pas instaurer ce type d'échange et de travail introspectif dans une classe avec les enjeux de l'adolescence, les biais de séduction qu'on a. Non, mais t'as raison. Il y a plein. Je pense qu'en fait, il y a vraiment un cadre que doivent se constituer les jeunes eux-mêmes avec un outil. Si c'est pas un thérapeute en face, parce que ça peut être aussi impressionnant d'aller voir un inconnu pour parler de ses problèmes. Ça peut pas forcément aussi être les parents, parce que c'est des générations différentes, encore une fois. Il y a des éducations qui se transmettent. Tu vois, moi, je suis de culture, pour le coup, arménienne. Alors, je dis pas que ça s'est pas passé chez moi, mais je sais que, par exemple, tu vois, chez
tu vois, chez les vieux grands-parents arméniens, etc., surtout ceux qui avaient survécu au génocide, ils ont jamais parlé une seule fois de ce qu'ils avaient vécu, de la souffrance qu'ils avaient vécue. Le corps parlait, hein, tu vois, parce qu'ils avaient plein de soucis de santé, etc. Et je pense qu'ils intériorisaient beaucoup, mais je veux dire, c'est pas le genre de culture où il y avait une sorte de fierté, et surtout où dès que tu exprimais une émotion de souffrance, bah, tu étais faible en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais bien Donc sûr, en gros, t'as ça, mais tu retrouves ça dans plein de cultures différentes, plein d'éducations différentes. Et au final, je pense que la famille aussi, on peut pas reprocher aux parents de pas forcément faire ce travail-là. Même si moi je parlais de choses relativement plus basiques, hein. Vraiment, typiquement, genre juste te dire, un jour, évidemment tu le diras jamais comme ça à des élèves, mais un jour, mes chers enfants, vous allez devoir enterrer vos parents. Si la vie est faite normalement, ça va arriver. Et être préparé à ça, tu vois, au moins se le dire et le conscientiser, je sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire. Ou alors, mais même encore plus basique, les feuilles d'impôt. Comment est-ce qu'on veut c'est la période en plus. Oh là là, il faut déclarer les impôts. Mais je pense sincèrement que la réponse va venir de la technologie et de l'IA notamment. Il y a déjà des ébauches qui sont faites aux États-Unis où il y a vraiment les jeunes adorent parler à une IA conversationnelle où choisissent la voix, l'apparence. Je pense que ça va être la mort du psy d'une certaine façon, mais tant pis. Si c'est efficace et qu'à grande échelle ça permet aux gens d'avoir une liberté d'expression sur leurs sentiments et de s'éduquer sur leurs troubles. Si les psys doivent disparaître au profit d'une technologie plus efficace et qui permettent un accès à grande échelle, malgré le fait que je sois psy, j'ai envie de te dire, tant mieux. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on sera tolérant avec l'IA? Parce qu'un psy qui se trompe, on se dit, l'erreur est humaine. Par contre, une IA qui se trompe, on dira, oh mon Dieu. Tu vois, non, un psy qui se trompe, on s'en fout parce qu'un psy n'a pas d'ordre professionnel pour le moment. C'est une profession qui est pas assez contrôlée, régulée, pour le mieux pour eux et pour le moins bon pour les patients. Parce tu vois, c'est un mauvais diagnostic, un mauvais traitement et que ça peut conduire à des trucs très graves. Alors ça, c'est les psychiatres, mais un psychologue, en fait, il est très peu contrôlé sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, et il peut y avoir des dégâts. Et c'est le problème d'une profession qui n'a pas encore d'ordre professionnel. Donc voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Vaste débat. Il y a plein de questions à se poser sur l'éducation de manière générale.